Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la fabuleuse Maison de la littérature. Ce soir, nous avons ensemble une activité qui est organisée dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Et c'est entre autres grâce au soutien de BCF Avocats d'affaires, notre partenaire pour la présentation des entretiens et des tables rondes, que nous remercions chaleureusement de son soutien. Et nous remercions également le Consulat général de France à Québec qui nous offre son soutien pour cette activité précise. Donc, ce soir, rencontre avec l'autrice Fatima Das, que j'ai juste ici à côté de moi. Donc, on a l'honneur d'accueillir pour la première fois à Québec et au Québec. Donc, elle me disait que c'est son premier séjour en terre canadienne. Donc, elle commence à découvrir notre petit coin de pays. Alors, bienvenue dans notre région automnale. Vous êtes quand même chanceuse, là. On a un automne pas si mal. Il n'y a pas encore de neige, donc c'est une bonne nouvelle en soi. Donc, si vous permettez, je vais me présenter moi aussi. Donc, je suis Mélissa Véraud, je serai votre animatrice pour ce soir. Je suis également autrice et traductrice, mais vraiment, ce soir, je suis là pour poser des questions, celles qui me brûlent les lèvres après avoir lu le roman de Fatima Das. Et vous aurez l'occasion, vous aussi, de poser vos questions à la toute fin de l'entretien. On vous réserve un 15 minutes. Alors, si ça vous vient durant la rencontre, n'hésitez pas à les noter pour les garder pour plus tard. Alors, sur ce, petite présentation de notre invité, qui est née en 1995 en France, alors qu'elle est d'origine algérienne. Fatima Das est en fait à la fois un pseudonyme et le nom de la narratrice de son roman La Petite Dernière, qui est paru en 2020 aux éditions Notabilia et qui a reçu un accueil plus qu'enthousiaste, mais non sans soulever quelques controverses au passage. Donc, Fatima Das a grandi à Clichy-sous-Bois. Pour vous situer un peu, c'est une commune urbaine de la région Île-de-France qui est située à une dizaine de kilomètres des portes de Paris. Elle a obtenu un master en création littéraire de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Adolescente, elle a découvert son homosexualité qu'elle assume tout en la faisant cohabiter avec sa croyance en l'islam. Pour elle, la foi n'empêche pas d'assumer sa sexualité et vice-versa. Fatima Das se réclame par ailleurs du féminisme intersectionnel. Donc, déjà là, on voit quelques sujets qui pourraient poindre dans la discussion, n'est-ce pas? Le succès, les banlieues, l'homosexualité, l'islam, le féminisme. Donc, je pense qu'on ne manquera pas de quoi discuter, mais j'espère aussi qu'on aura l'occasion de parler d'écriture, de littérature et du roman en lui-même. Car une chose que j'ai cru comprendre en faisant mes petites recherches, mais aussi en discutant tout à l'heure un peu en coulisses, c'est que malheureusement, c'est souvent un sujet qui est occulté. Donc, tous les autres sujets sont abordés, mais l'écriture, finalement, est le parent pauvre des activités auxquelles Fatima a pu participer. Et je vous dirais, petite parenthèse, que c'est souvent comme ça en littérature, malheureusement. On nous invite pour parler de notre livre, mais finalement, le livre, c'est la dernière chose qu'on aborde durant l'entrevue. Donc, je vais essayer qu'on se concentre un peu là-dessus parce qu'il me semble qu'il y a un terrain très fertile à explorer. Donc, encore une fois, bienvenue, Fatima. Si vous permettez, je vais quand même mettre un petit peu en contexte là, cette fameuse controverse que j'ai évoquée, puisque ici, elle nous est plus ou moins parvenue. On n'en a pas tant entendu parler. Donc, c'est qu'à la sortie du livre en 2020, lors de la promotion, Fatima a été invitée dans de multiples émissions, a accordé plusieurs entrevues, et lors de l'une d'elles, elle est allée dire que, selon sa perception des choses, puisque l'islam considère que l'homosexualité est un péché, eh bien, elle était elle-même pécheresse. Vous pouvez vous imaginer que ça a mis le feu aux poudres. Là, tout le monde s'est mis à s'arracher la chemise sur la place publique. Et ensuite, on a voulu mieux comprendre ce que Fatima entendait par là. Donc, s'en sont suivis toute une série de nouvelles rencontres, de nouvelles entrevues, mais pour débattre précisément de ce point-là, qui, oui, a à voir avec le livre, puisque le livre traite évidemment d'islam et d'homosexualité, mais pas seulement. Donc, première question pour lancer les échanges. Comment est-ce que vous avez vécu ça, cette espèce de controverse qui vous a sorti finalement de l'heureuse nouvelle qui était la publication de votre livre? Merci déjà pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'il faut revenir au tout début. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la transition entre le moment où j'ai
terminer le livre et le moment de la publication et les premières interviews. En fait, très vite, je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis pas rendu compte très vite d'ailleurs, mais j'ai fait pas mal d'interviews comme ça pour de la presse française. Et il y avait toujours les mêmes questions. Et au départ, je répondais un peu automatiquement à toutes ces questions-là. Et les questions qui revenaient souvent, c'était très axé justement sur l'islam et l'homosexualité. On me demandait par exemple, mais Laure, vous personnellement, comment vous faites pour concilier votre homosexualité et votre religion comment l'ont pris vos parents, quelle a été la réception chez vous, comment vous le vivez quand vous retournez à Clichy-sous-Bois, comme si en fait j'avais quitté Clichy-sous-Bois au moment où j'avais publié ce livre, parce que j'allais subir de l'homophobie en banlieue. Évidemment, il n'y a que de l'homophobie en banlieue, c'est bien connu. Et puis on me renvoyait aussi constamment à mais qui vous a fait en fait, qui vous a amené à écrire. C'était comme si, en fait, c'était pas possible que ce soit moi-même qui l'ai écrit, par exemple, ou même qui m'a poussé à écrire, en fait. Donc, il y avait quelque chose de très brutal, très rapidement. Mais en même temps, j'avais tellement la tête dedans que j'étais pas hyper consciente de tout au moment où je les vivais. Et puis, en fait, tu es juste extrêmement fatigué à la fin de ta journée d'interview et tu dis, mais pourquoi je me sens si mal alors que c'est quelque chose qui devrait être réjouissant de partager son texte, d'en discuter. Et je crois que j'avais un esprit un peu naïf, parce que l'écriture, pour moi, ça a été quelque chose de très naturel depuis l'adolescence. Ça a été très important pour moi les moments où j'ai commencé à partager mes textes. Et donc là, c'est comme si le rêve un peu se détruisait, quoi. Et puis, au fur et à mesure, donc bien sûr, il y a eu cette polémique. Que j'ai essayé de vivre le plus dignement possible. Mais c'est vrai que ça a été tendu, quoi. Et j'avais pas l'impression de dire autre chose que ce qu'il y avait dans mon roman. Et puis en fait, très vite aussi, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir le droit de parler de mon livre, que j'allais pas avoir le même droit que les autres, que forcément j'allais être amenée à subir du racisme, de l'islamophobie, et que je devais presque dire c'est ok, je continue à le faire. Mais en fait non, j'apprends maintenant à me rendre compte qu'il y a des questions piégeuses, que les regards qu'on porte sur moi sont extrêmement racistes. Et du coup, voilà, j'essaye à chaque fois de revenir au texte. Et j'essaie de retrouver cette énergie-là qui est difficile à renouveler. Et je m'accroche aussi au retour de lectrices et de lecteurs que j'ai reçus et qui, là, pour le coup, ne sortent pas du contexte de mon écriture. Et ça fait beaucoup de bien. L'éditeur ou l'éditrice, j'ignore si c'était un homme ou une femme, mais peu importe, n'avait-il pas prévu une telle réception ou vraiment, du côté de la maison d'édition aussi, ça a été une surprise, cette espèce de focus qui était mis constamment sur l'islam, l'homosexualité, puis ce regard, comme vous l'avez mentionné, très islamophobe et raciste finalement? Je pense que déjà, comme c'est un premier roman, on ne sait jamais bien qu'est-ce qui va se passer autour de ce livre. On peut croire en ce livre pour des raisons littéraires. Et puis après, je pense que ce qui s'est passé, même moi, je pouvais en être consciente, en fait, puisque je subissais déjà l'islamophobie en étant juste une personne, mais pas un personnage public. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, il y a des choses qu'on n'a pas vues venir, il y a des choses qu'on aurait aimé préparer, je pense. Mais on apprend, et c'est le premier. Et du coup, je me dis que le deuxième, moi, j'ai bien envie de me protéger, et ça, je tiens bien à le faire, quoi. Mais vous avez raison de rappeler que c'est un premier roman, donc entrée fracassante quand même dans le monde littéraire, et qui a été remarqué pour d'autres raisons, de bonnes raisons, j'oserais dire, entre autres par Virginie Despentes, qui a fait un commentaire et qui est même devenu un bandeau sur le livre, donc un argument de vente, disant, attendez, je dois la citer parce que c'est quand même amusant comment elle le formule. Elle dit, le monologue de Fatima Das se construit par fragments, comme si elle updatait Barthes et Mauriac pour Clichy-sous-Bois. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on a cette espèce de saut d'approbation d'une figure aussi connue en France, ça a dû donner un sacré coup de main. Puis ensuite est venu le prix des Inrecuptibles qui vous a attribué donc son prix littéraire pour la catégorie premier roman, justement, je crois.
Donc ça aussi, c'est des beaux encouragements. Est-ce que c'est venu avec une forme de stress nouveau, c'est-à-dire un sentiment de pression, de dire, oh, maintenant, j'ai commis une première œuvre, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais là, par rapport à ce qui pourrait suivre, parce on espère qu'il y aura d'autres œuvres qui vont suivre, est-ce que ça vient mettre un peu de pression sur vos épaules pour la suite? Je pense que là, je suis plus dans la pression aujourd'hui, mais il y a eu un moment où je faisais beaucoup de promotion autour de ce livre et que je me suis dit, mais j'ai vraiment besoin de revenir à ce que j'arrive à faire, à ce que je tiens à faire, quoi, à écrire. Et, et j'ai beaucoup pensé, oui, au deuxième, et en me disant, mais mince alors, quand on a écrit un premier, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Et en fait, j'ai assez vite évacué cette question parce que j'ai trouvé quelque chose qui me tient à écrire, quelque chose à quoi je tiens déjà, alors que c'est un tout début, et qui me porte beaucoup. Donc j'essaie d'un peu aussi, j'arrive à faire quelque chose qui me paraît précieux, c'est de ne pas penser à la réception. Donc j'ai fait ça dans le premier et ça a été un peu aussi malheureusement difficile à vivre, mais en même temps je tiens à ne pas me brider dans mon écriture et à ne pas j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire tout ce que j'ai envie de dire, quoi, et ne pas avoir à me dire mais ça ne le dit pas parce que ça va être interprété de telle manière, et puis de toute façon quoi que j'écrive je sais que ce sera compliqué en France, et donc ouais, j'essaie de rester focus sur mon écriture et d'essayer de bien faire ce que j'essaie de décrire, quoi. Ce qui me paraît être une attitude porteuse et effectivement saine, si on veut garder la tête froide et être attentif à ce qui compte vraiment, finalement, l'écriture. Vous disiez que dès l'adolescence, l'écriture vous accompagnait. Quelle forme ça prenait exactement? Est-ce que vous teniez un journal? Étiez-vous du type à observer le monde autour de vous, prendre beaucoup de notes? Aviez-vous déjà des projets de romans? Comment ça s'articulait? Alors, au tout début, j'écrivais des lettres. Je suis entrée en écriture en écrivant des lettres. J'ai écrit à une cousine qui est morte à 4 ans. Ça a été assez brutal à l'adolescence de comprendre ça, en fait, de comprendre qu'un enfant peut mourir. Et après ça, j'ai continué à écrire, en fait. C'était un peu l'élément déclencheur. Ensuite, j'ai tenu des journaux où j'essayais de décrire ce que je vivais, mais en même temps tout le temps avec une certaine distance. Ensuite, j'ai écrit des histoires que j'ai jamais vraiment finies, que j'ai souvent détestées. Et puis après, j'ai commencé. En fait, la petite dernière, c'est vraiment l'histoire que j'ai réussi à terminer, quoi. Et avant ça, c'était difficile pour moi de terminer un texte. C'est comme si j'avais envie d'écrire plein de choses, que j'entamais quelque chose, mais que j'arrivais pas à aller au bout, quoi. Donc c'est aussi à ça que je me raccroche beaucoup, je pense, de juste terminer quelque chose qu'on a eu envie de finir, quoi. Et ça, je trouve ça hyper important en écriture. Et en soi, c'est un accomplissement pour qui s'est déjà risqué à écrire là, pour son plaisir personnel. Je pense que vous avez tous pu vous en rendre compte à quel point c'est ça qui est difficile, c'est d'aller au bout du projet. Parce que des idées, on peut en avoir 12 000 dans une journée, mais de l'achever et de l'accompagner finalement jusqu'à son terme, c'est probablement la plus grande épreuve qu'il y a en écriture. Si je ne me trompe pas, ce premier roman, vous l'avez complété d'abord dans le cadre de votre master en création. Donc, c'était votre projet finalement. Ben, diriez-vous que c'est peut-être ce contexte-là très favorable qui vous a permis d'aller enfin au bout d'un projet pour une fois? Je pense que je me suis inscrite à ce master pour ces raisons-là. Parce que quand j'ai terminé ma licence, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un moyen de me consacrer à l'écriture. Et ça m'arrangeait bien, donc j'ai postulé. Et puis c'est un master sélectif, donc je suis passée par ces étapes un peu que j'aime pas beaucoup, quoi. Mais je l'ai quand même fait. Et du coup, j'attendais de ce master un cadre, quoi. Juste de me dire, en fait, au bout d'un an, tu as une première étape un oral pendant lequel tu vas parler de ton texte, et le deuxième, tu devrais avoir fini l'année d'après. Donc ça m'apportait. Après, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est de rencontrer quelques personnes à qui faire lire le texte, quoi. C'est pas tant la dynamique de groupe et le fait de se retrouver seulement avec un groupe de personnes qui écrivent, c'est plutôt d'avoir quelques personnes, quelques lecteurs attentifs, attentionnés,
Et c'est comme ça, je pense que j'ai réussi à pousser dans l'écriture, quoi. Et puis, j'écoutais pas forcément aussi tous les retours que je pouvais avoir, parce que je pense que c'est très déstabilisant. Il y avait aussi beaucoup de côtés négatifs, quoi. À se dire, de partager un texte et de voir qu'il est en construction et d'avoir retour d'une promo d'étudiants, puis des enseignants qui ont des avis différents. Et ça, il faut aussi savoir trier et revenir aussi au sentiment qu'on a au fond de nous, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de le dire, et surtout rester proche de ça, quoi. Oui, souvent, ça permet de le confirmer. En fait, les commentaires négatifs nous confortent dans nos choix parce qu'on se dit, ben toi, tu n'as pas aimé ça, mais c'est exactement ce que je veux faire. Donc, ça nous aide dans notre construction, finalement, et nos convictions d'écrivain, je dirais. Finalement, vous êtes allé chercher là une sorte de discipline, je pourrais peut-être l'appeler ainsi. Est-ce que vous avez réussi à la garder avec vous, cette discipline d'écriture que a pu vous fournir le master? Et ça ressemble à quoi, votre discipline d'écriture de façon générale maintenant? Alors différemment, en fait, je pense que j'ai pas vraiment gardé. J'ai pas gardé. Par exemple, on devait à chaque fois, toutes les 2 semaines, envoyer notre texte, et c'est pas du tout quelque chose que je fais. C'est-à-dire que j'écris pas du tout tous les jours. Je suis tout à fait ok avec ça. J'ai pas forcément besoin d'écrire tous les jours. J'ai pas besoin d'être forcément chez moi devant mon ordinateur. J'écris un peu partout, n'importe quand. Euh, et j'ai juste besoin en fait de trouver quelque chose qui me porte, et je sais que je vais revenir au texte. C'est-à-dire que je peux le laisser reposer pendant 2 semaines, un mois, même plusieurs mois. Et si j'y tiens vraiment, c'est comme ça aussi que je me rends compte si je peux aller jusqu'au bout. C'est d'avoir envie d'y penser, d'y réfléchir et d'avoir envie de continuer cette histoire-là. Et en général, je le sais assez vite, donc ça va. Et là, là ce qui m'aide, c'est d'être aussi relax, quoi. Et de ne pas aussi avoir une pression ni de mon éditrice de devoir aller rendre un texte, etc. Je pense que ça aide beaucoup. Parce que les auteurs ont beaucoup cette pression-là de se dire ok, au bout de 2 ans, je dois en avoir écrit un autre. Et je ne suis pas du tout dans cette productivité-là. Je suis plutôt dans le truc de me laisser vivre, de me laisser aller. Et puis si je dois arrêter d'écrire, j'arrêterai d'écrire et c'est ok. Est-ce que vous dites que vous écrivez pas nécessairement au quotidien et que vous en ressentez pas le besoin. Est-ce que votre quotidien tourne quand même généralement autour de l'écriture, en ce sens que vous faites des rencontres comme aujourd'hui, vous allez dans des écoles, donc je ne sais trop quelle autre activité. Ça reste que on pourrait dire que l'écriture est devenue votre métier principal, peu importe la forme que ça prend finalement. Oui, tout à fait. Ben, je suis très heureuse de vivre cette vie-là depuis 2 ans. Et c'est vrai que du coup, c'est ce que je fais depuis 2 ans, quoi. Si c'est pas écrire, c'est parler de ce que j'écris. C'est animer des ateliers d'écriture. Et c'est aussi avoir la chance de pouvoir ne faire que ça pour le moment. Et ça, c'est une chance. Et l'écriture, est-ce qu'elle prend d'autres formes que celle à proprement parler manuscrite qui a pour but une publication? Est-ce que vous pratiquez, par exemple, ce qu'on nomme ici les arts littéraires, donc le slam, entre autres? Je sais qu'il y a des rapprochements parfois qui ont été faits entre votre écriture et justement le rythme du slam, c'est un peu ses codes. Est-ce que c'est un genre que vous pratiquez ou que vous fréquentez comme spectatrice et qui pourrait influencer effectivement votre écriture? Alors, pas du tout. Mais je pense que je suis influencée par pas mal de choses. Mais je sais jamais vraiment quoi. Je trouve que c'est très difficile de dire à chaque fois ce qui nous influence. Je n'ai jamais réussi à mettre le doigt dessus. Et je pense que c'est vraiment tout ce que j'écoute, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, les rencontres, une lumière, enfin n'importe quoi, quoi. Mais du coup, j'écris soit un roman, soit j'écris pour des revues, des textes qu'on me propose d'écrire, avec parfois des cartes blanches. Donc ça, c'est cool. Ça permet vraiment de pouvoir aller là où on veut et peut-être aussi ouvrir des portes à une autre histoire plus longue. Il me semble avoir lu quelque part qu'il y avait parmi vos influences générales, on va dire, le rap, les arts visuels et ben, le Coran, puisque oui, ça reste un thème du roman, mais aussi dans la forme, ça a pu avoir une influence. Il me semble que c'était sur l'idée de la répétition comme pratique poétique qui permet d'insister sur une idée. Et effectivement, pour ceux et celles qui ont lu le livre, on remarque souvent la présence d'anaphores, donc la répétition en début de chapitre ou en début de phrase. Je m'appelle Fatima Das, etc. Donc, il y a toujours, c'est comme une sorte de variation sur un même thème. Donc, ça,
ça, je trouve que cette partie-là, elle est intéressante. L'influence du Coran dans l'écriture à strictement parler. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières dont le Coran aurait pu influencer votre écriture? Je pense en fait que ce qui s'est joué, c'est à la fois dans la forme et dans le fond. Le fait d'aborder cette question-là de la foi, de la pratique, de comment on prie, d'être dans la précision des gestes, des paroles, de transcrire phonétiquement des sourates, de les traduire aussi par moments, de ne pas toujours les traduire non plus, ça fait que tout s'est un peu influencé dans mon texte. La répétition, je pense qu'il y a aussi il y a des formules dans le Coran qui se répètent en début de sourate, etc. Et puis il y a des formules, des versets qui se répètent. Donc ça peut venir de ça. Ouais, voilà. C'est déjà une réponse bien complète. Mais vous m'avez fait penser au fait que votre langue est très vivante, justement parce qu'il y a ces transcriptions phonétiques, il y a des mots en arabe, il y a un vocabulaire parfois qui va être plus associé au vocabulaire familier, donc de la vie de tous les jours. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, cette espèce de va-et-vient entre toutes les strates de langue qu'une personne peut porter en elle, finalement. Parce que oui, on va à l'université, on a un certain langage plus intellectuel, plus soutenu, mais après ça, on retourne chez soi en banlieue et là, on parle d'une autre manière et c'est présent dans le livre. Est-ce que ça a été l'objet de négociations, ça, avec l'éditeur, à savoir de préserver cette couleur-là et de ne pas tenter de l'aplanir, donc de ne pas tenter de trop uniformiser, ou ça a été très bien reçu et encouragé au moment de l'édition? Alors, comme moi, quand j'ai rencontré mon éditrice, il était quasiment fini, le texte. Donc il y avait déjà ce mélange de langue, de langage. Et je tenais beaucoup à faire ça dans mon texte. Ça m'a bien amusée. Et puis je tenais à retranscrire quelque chose de réel, d'une sorte de vérité que j'avais pu expérimenter, que ce soit l'accent de banlieue, que ce soit les formules, que ce soit le rire, que ce soit la langue arabe dans laquelle j'ai bercé, et aussi les images dans la langue arabe qui sont très difficiles à retranscrire en langue française. Et tout ce mélange-là, je les avais intégrés dans mon roman, et puis j'y tenais beaucoup. Et quand j'ai rencontré Brigitte Bouchard, je pense qu'on a au contraire essayé peut-être ni d'amplifier ni d'aplatir. Je pense qu'il y avait quelque chose de juste, de ce qu'on a pu travailler ensemble, c'était plutôt quand on parlait, elle me disait mais ça, ce serait intéressant de le rajouter, quoi. Ça pourrait être intéressant que tu le racontes. Et puis quand tu le racontes, il y a quelque chose qui se passe quand je l'entends. Et donc c'est plutôt sur ça, et puis sur des formules maladroites, sur des syntaxes maladroites, sur des fautes d'orthographe basiques. Mais On en fait tous. oui, mais moi je suis très contente d'en faire. J'ai pas de problème avec ça. Mais vous dites, j'avais presque terminé le roman quand j'ai rencontré mon éditrice. Donc, comment ça s'est passé exactement, ce processus-là? Parce qu'ici, souvent, le cas typique, je dirais, c'est la personne a complété le manuscrit, l'envoie à une maison d'édition ou quelques-unes en même temps et attend pendant des mois d'avoir une réponse. Donc, il n'y a pas d'intervenant autre généralement qui rentre en ligne de compte. Très peu d'agents littéraires au Québec. Mais dans votre cas, ça a été quoi la façon de procéder? Alors, du coup, c'était dans mon master de création littéraire. Lors de ma soutenance, il y avait des intervenants. Donc, nos enseignants avaient invité des intervenants à venir juger les textes des étudiants. Et donc, Brigitte Bouchard était à ma soutenance. Et en fait, elle m'a fait un retour très positif sur mon texte. Et ensuite, elle m'a recontacté assez rapidement après cet oral. Et puis moi, j'ai pris du temps. Elle adore raconter cette anecdote. Je devrais même la laisser raconter cette anecdote. Mais du coup, moi, j'étais pas prête. Pour moi, c'était pas totalement fini. Pour moi, j'avais envie de laisser reposer, y revenir. Et finalement, voilà, on s'est revus, on a discuté et on y est allé, quoi. Et moi, j'ai pas eu à envoyer mon roman parce que j'ai estimé avoir trouvé la bonne personne. Et ce qui m'intéressait, c'est de trouver quelqu'un qui croyait en mon texte, qui ne me voyait pas comme une rebeu lesbienne musulmane, ou qui n'avait pas de problème avec le fait que je sois la rebeu lesbienne musulmane, ou juste lesbienne, ou voilà. J'avais juste besoin d'être parler avec quelqu'un qui ne me voyait pas comme ça tout le temps. Et voilà, et puis voilà, l'amour du livre, quoi. Donc, il y a vraiment une relation dès le départ qui s'est développée, un dialogue qui s'est établi autour de l'œuvre. Et ça,
c'est très riche. Et on en parlait hier parce qu'il y a eu une autre activité ici même avec une autre écrivaine, Heather O'Neill, pour ne pas la nommer, et on parlait de cette chance-là et du fait que souvent dans le public, les lecteurs, les lectrices n'ont pas, ils s'en rendent pas compte, en fait, et c'est normal, parce que quand le livre est fait, il est imprimé, il est publié, il est abouti, on a l'impression de tenir un objet qui a toujours plus ou moins eu cette apparence-là, mais souvent, c'est le fruit d'heures et d'heures de discussions, de négociations, de tractations, de compromis parfois. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû abandonner quelque chose en cours de route, justement d'avoir dû faire des compromis, ou non, tout ce à quoi vous teniez est resté dans l'œuvre finale? Il n'y a rien qui a bougé dans l'œuvre, ça c'est sûr. Les compromis, je pense, c'est plus vis-à-vis de moi-même. Quand je disais que pour moi le texte n'était pas fini, c'est pas que j'aimerais en rajouter ou quoi, mais de toute façon un texte il est jamais terminé. Mais peut-être que j'aurais eu besoin de plus de temps. J'en sais rien. Je regrette rien, mais peut-être qu'il y a un truc d'être totalement prêt à y aller, quoi. Et peut-être que parfois ça suffit pas d'être satisfaite de son texte, être en confiance avec quelqu'un. Peut-être qu'on a besoin aussi parfois plus de temps, le temps d'y réfléchir, le temps de se préparer. Je pense que c'est très, très important, ça. Mais bon. Ouais, de se sentir prêt. Ouais. Mais des fois, c'est bon aussi d'être provoqué, donc effectivement, mais il ne faut pas aller non plus contre sa nature, là. Exactement, c'est le juste milieu à trouver qui est difficile. Ouais, Parce qu'on ne sait jamais quand on est prêt, en fait. Et puis, on a forcément besoin d'y aller, quoi. ouais, puis dans votre cas, ça s'est fait à un relativement jeune âge. Vous étiez au début de la vingtaine quand tout ça s'est enclenché, le processus de création, d'édition, etc. Et c'est encore une période où on se pose des questions, on se cherche. Donc, de vivre ça en parallèle à la formation de l'adulte qu'on est en train de devenir officiellement, ça, les deux se répondent et finalement, c'est de faire la part des choses entre qui suis-je moi comme individu, comme personne, et qui suis-je comme créatrice, et qu'est-ce que je peux donner en ce moment à ce moment-ci. Donc, comment ça cohabite, ça, chez vous, cette espèce de dualité entre l'individu et le créateur? Puis je pourrais ramener ça à l'idée du pseudonyme, en fait, puisque vous œuvrez sous un nom qui n'est pas le vôtre comme personne. Est-ce que ça vous aide à faire concilier les deux, finalement, à vraiment bien séparer l'un et l'autre? J'ai une relation un peu bizarre avec ça. Je pense qu'en créant le personnage, d'abord, ça s'est passé comme ça. Il y avait la première étape, c'était de créer ce personnage qui est venu tout au début, le premier texte, la première page que j'ai écrite. Il y avait déjà ce personnage de Fatima Das. Je sentais déjà qu'elle allait être un personnage un peu instable, avec l'envie de ne pas la laisser être nommée, être catégorisée. Ensuite, très vite, en fait, après, à partir du moment où j'ai su que j'allais être publiée, j'avais parlé avec mon éditrice en lui disant, mais moi, je veux prendre un pseudonyme. Donc, on en avait beaucoup discuté, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu restes dans l'anonymat total? Est-ce que ça veut dire que tu fais quand même des trucs? Est-ce que tu vas en festival? Est-ce que tu ne le fais pas? Et donc, moi, je dis, en fait, c'est pas une question d'anonymat, c'est une manière pour moi de me réinventer, de pouvoir jouer aussi de ce trouble-là entre la narratrice, l'autrice et le personnage, quoi. Et j'avais vraiment envie de me séparer aussi de mon nom. J'avais l'impression que ça me donnait une sorte de liberté et de pouvoir vivre un peu ce livre-là, ce début-là de ma vie d'écrivaine autrement que là où on m'attendait aussi peut-être. Et ouais, je dirais ça. Est-ce que c'était une façon aussi de séparer ça de votre famille? Parce que le nom, c'est la famille, finalement, c'est l'affiliation. Donc, de protéger en quelque sorte ces gens de qui vous êtes proches et qui auraient pu être emportés dans le courant? Oui, je pense que c'est très important. À la fois, ça me protège et ça protège mes proches parce qu'ils n'ont rien décidé et que j'essaye en tout cas de faire attention à ce qui pourrait leur coller à la peau dans ce que j'écris. Après, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai pas écrit une autobiographie, donc personne n'est censé complètement se reconnaître. Après, évidemment, les gens se reconnaissent dans des personnages, et évidemment, de toute façon, c'est quand même inspiré de ma famille. Mais oui, j'ai la sensation vraiment que moi, ça m'a détaché aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, de
de ce que j'ai vécu, pardon, la promotion en France. C'est comme si je me disais, mais c'est pas toi en fait, c'est Fatima Das. Toi en fait dans la vie, t'es pas Fatima Das. Donc t'es pas vraiment cette personne qui vit ça. Et ouais, ouais, ça m'a permis ça, je pense. Ça m'a pas totalement protégée, c'est sûr, mais c'est ce qui m'a en tout cas poussée à y aller. C'est intéressant que vous ayez dit, c'est pas une autobiographie. Souvent, il y a une grande confusion entre autobiographie et autofiction, pardon. Les deux sont pratiquement utilisés comme synonymes l'un de l'autre, alors qu'il n'en est rien. Et l'autofiction, ben, comme terme, a été inventé relativement récemment. Il me semble que c'est dans la fin des années 70. Mais encore aujourd'hui, donc en 2020 quelques, on a de la difficulté à accepter la part de fiction dans l'autofiction. C'est très difficile pour les lecteurs et quiconque reçoit le texte de dire « OK, c'est pas tout là-dedans qui est vrai ». En fait, ce qui est fascinant, souvent, c'est que même quand on dit c'est un roman, c'est de la fiction pure, il y a un réflexe d'aller chercher la petite trace de vérité. Ah, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans la vie de cette femme que j'ai devant moi? Les gens veulent savoir. Est-ce que vous avez fait face à cette espèce de curiosité qui est totalement humaine, je crois, donc de la part de lecteurs qui sont venus vous voir, qui vous ont posé des questions? Est-ce que c'est une chose avec laquelle vous devez jongler fréquemment? Alors moi, je comprends très bien qu'on puisse se poser ce genre de questions et je comprends très bien cette curiosité, même si je la vis pas tellement quand je lis. Je me pose pas trop la question de est-ce que la personne a vraiment vécu ça, est-ce que c'est sa sœur, est-ce que c'est son père, mais je comprends. Et oui, je l'ai vécu beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a à la fois les personnes qui se sentent proches. Je pense que quand on lit un livre, on peut très vite se sentir proche de la personne qui l'a écrite. Et en même temps, il y a par moments où je me dis, mais est-ce qu'on poserait ces mêmes questions à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'on se permet de me demander si, je sais pas, si ma mère a bien pris mon homosexualité? Genre, je sais pas si on pose cette question à d'autres personnes tout le temps comme ça. Et en même temps, je comprends dans certains contextes qu'une personne me pose cette même question. Je comprends quand une adolescente de 17 ans me dit mais est-ce que ta mère est au courant? Est-ce que tu en parles avec elle? C'est parce qu'elle cherche à savoir, à comprendre quelque chose de son histoire. Donc voilà, c'est des contextes différents à chaque fois. Ouais, des fois, la question est plus recevable dans un contexte que dans un autre. Vous utilisez le mot proche, se sentir proche de la personne qui nous raconte une histoire. Ça arrive souvent quand le livre est écrit au jeu, parce qu'on finit par se confondre, nous, comme lecteurs, avec le personnage, parce que normalement, le jeu, c'est le nôtre. Il nous appartient, et là, soudainement, on se met à le partager avec le personnage. Donc, il y a une espèce d'appropriation. Et ça, c'est un peu la magie, je trouve, de la littérature en général, mais qui opère très bien dans votre livre. C'est cette espèce d'universalité. J'aime pas tant ce mot, mais on pourra en reparler par après. Mais du fait que c'est une histoire qui parle à tout le monde, qui parle de tout le monde, peu importe notre genre, qu'on soit femme, qu'on soit musulmane ou pas, qu'on soit laïque, qu'on croit en rien du tout, qu'on aime les hommes, les femmes, c'est pas important. Notre histoire, pourtant, est évoquée d'une manière ou d'une autre là-dedans parce que ça parle de difficultés d'entrer en relation, de quête de soi, ça parle de honte. C'est des sentiments, des questionnements qu'on a tous et toutes eus. Donc, et ça porté par un jeu finalement qui est très fort. Et ça m'amène ben, justement sur le sujet de l'universalité. Parce que je dis que j'aime pas le terme parce que souvent, ben, on s'entend depuis quelques siècles, l'universalité, en fait, c'est qui dit homme blanc dit universel. Ça tend à changer tranquillement. Les esprits évoluent en ce sens qu'ils s'ouvrent et on essaie de faire de la place dans l'universel pour autre chose que l'homme blanc. Au Québec, il y a eu beaucoup de mouvements, en tout cas, on le sent, puis il y a plein de changements qui se sont opérés dans les dernières années, beaucoup. Est-ce qu'en France, vous sentez ça aussi, puis vous sentez qu'il y a une réelle ouverture qui est en train de se déployer? Ouh là là. Question piégeuse, hein? Non, mais je vais dire non, évidemment, mais c'est juste qu'on pousse les portes, quoi. On dit non, mais c'est pas possible. Merci pour ce que vous venez de dire sur l'universalité de mon livre. Ça me fait vraiment plaisir, parce que je me suis un peu battue pour ça, quoi. Et que c'est délicat, parce qu'à chaque fois, c'était
Moi, on m'a jamais dit que on m'a jamais dit non, c'est arrivé heureusement, mais en tout cas, on m'a toujours envoyé à ce que mon livre parle seulement à des femmes lesbiennes, musulmanes. Et en fait, genre, oui, évidemment, peut-être que ça peut parler à ces femmes-là, mais d'autres, pas du tout, en fait. Et elles se reconnaissent pas du tout. Et on n'a pas les mêmes histoires, et on n'a pas les mêmes parents, et on n'a pas les mêmes relations. On n'a rien de pareil. On a juste parfois des sentiments qui sont les mêmes, des bouts d'histoire qui peuvent être les mêmes. On peut se reconnaître dans un texte qui nous représente pas du tout. Et du coup, ça a été assez aussi fatigant, quoi. Et, et surtout qu'en parallèle, je vivais ça différemment. Je rencontrais des personnes, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes hétérosexuelles, des femmes de 60 ans, qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai compris quelque chose de mon histoire, ça m'a fait du bien d'avoir d'un personnage asthmatique. Moi, je suis plus asthmatique aujourd'hui, et juste partager quelque chose sur un morceau de mon texte, quoi. Et pas nécessairement l'entièreté du personnage. C'est comme... Donc ouais, je suis contente que ça puisse résonner pour beaucoup de personnes. Et je crois en ça, je crois au fait que nos histoires, même si on a l'impression qu'elles ne représentent pas tout le monde, parce qu'elles ne sont pas, parce qu'on n'est pas des personnes blanches, et bah si, désolé, mais ça peut parler à des personnes blanches, ça peut parler à des personnes non blanches, et il va falloir l'accepter. Oui, puis souvent la résistance vient du milieu, des décideurs, en fait, des gens au pouvoir qui peuvent trancher et dire ce livre sera publié, celui-là non. Ça ne vient pas du public, parce que comme vous l'avez très bien illustré, le public, lui, généralement, est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit, qu'on ne veut lui faire croire qu'il l'est, finalement. Et les gens sont friands de différences, d'histoires qui les sortent de leur réalité, mais qui en même temps les y ramènent, finalement. Vous avez fait un projet, je crois que c'est à l'été 2021 pour France Inter, si je ne m'abuse, et qui est un peu dans cette veine-là, parce que vous avez donné la parole à des lecteurs et des lectrices sur les différents sujets qu'aborde votre livre. Et donc, il y a eu des discussions, des échanges, et donc, le livre est devenu un prétexte pour avoir des échanges fructueux et donner la parole à d'autres que vous. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que on peut avoir l'impression que l'écriture, c'est un geste unidirectionnel. Donc, moi, j'ai quelque chose à dire, je le mets là, je vous le lance, puis ensuite, faites-en ce que vous voulez, mais ça ne me concerne plus. Alors que c'est faux. Et par un projet comme celui-là, on a vraiment l'impression que l'écriture est un dialogue. Donc, on écrit un livre, oui, mais après ça, on espère un retour. On veut qu'il y en ait un parce que ça nous nourrit, ce retour-là. Et je serais curieuse peut-être de vous entendre sur la posture générale par rapport à l'écriture, mais aussi sur ce projet qui est vraiment très intéressant. Alors oui, j'ai eu en fait une carte blanche pour France Inter l'année qui a suivi la publication de mon roman. Donc on m'a dit, mais en fait, viens animer une série de podcasts. Et je dis, bon, bah ok. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc là, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que j'avais beaucoup de retours de lectrices et de lecteurs, des personnes que j'avais pas encore rencontrées, que j'ai rencontrées grâce au livre, avec lesquelles j'avais déjà commencé à entamer des discussions, à construire des choses, et d'autres des amis que j'avais un peu redécouvert ou qui m'avaient encore redécouvert. Et à partir de là, je me suis dit, mais j'ai envie de faire, pas dialoguer mon roman avec d'autres histoires, mais de faire de la place, en fait, à plusieurs histoires différentes, des personnes différentes, avec des problématiques différentes. Et donc, j'ai invité 5 lectrices et lecteurs à discuter avec moi pendant 2 heures, enfin 1 heure, du coup 30 minutes, pendant 2 épisodes. Et l'idée, c'était d'avoir un premier rendez-vous où ils me racontaient un peu leur enfance, leur adolescence, un peu comme j'ai fait en fait dans la petite dernière, et de me raconter un peu leur lien avec ce livre-là, qu'est-ce que ça avait produit sur eux. Et puis le deuxième épisode, c'était plutôt comment ils se sentent aujourd'hui, quels endroits ils avaient trouvé. Enfin, devaient choisir un espace en fait où on se rencontrait pour discuter. Et donc, il y avait aussi la distance entre le passage de l'adolescence à l'âge adulte et leurs problématiques. Donc, ça parlait à la fois, ça pouvait parler d'immigration du Maroc en France, de comment trouver sa voie, de comment on fait quand on perd nos parents,
de comment on fait quand on est une femme bisexuelle, musulmane, qui a subi du racisme en France de manière extrême. Ça parlait aussi d'un garçon trans, musulman. Voilà, donc plein de questions qui les remuaient et on a pris le temps. Voilà, je vous invite aussi à les écouter si ça Oui, vous intéresse. la beauté, c'est que c'est disponible en ligne, donc vous pourrez aller prêter l'oreille à ça. Je retiens l'expression faire de la place, que je trouve très belle et qui résume bien cette espèce de volonté que vous avez d'être à l'écoute du monde qui vous entoure. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de donner la parole. Et il y a fort à parier que s'il y avait davantage de personnes qui occupaient cette posture-là, eh bien, on vivrait dans un monde un petit peu plus tolérant et respectueux. Et je ne peux pas m'empêcher de noter que ça démontre une très grande humilité, en fait, parce que la personne qui accepte de faire de la place à l'autre, c'est celle qui ne se prend pas pour l'autre, qui n'essaie pas de parler à sa place et qui ne sait pas de dire je suis meilleur que toi. T'sais. Il y a vraiment l'idée d'une égalité donc entre tous les humains, mais aussi entre le lecteur et l'écrivain. Donc c'est pas que l'écrivain est au-dessus du lecteur, ils sont, comme je l'ai mentionné, encore en dialogue. Donc ce rapport-là, j'ai l'impression qu'il vous nourrit beaucoup finalement. C'est très juste. Et justement, cette relation-là, moi, m'a beaucoup apporté, quoi. C'est comme si entendre leurs histoires, ça m'avait plus apporté que ce que j'avais apporté en publiant ce livre, quoi. Et donc, j'étais friande d'histoires qui pouvaient me connecter à d'autres personnes, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est venu d'un coup. Donc, j'avais plein de personnes qui me parlaient très intimement. Et j'étais là, mais en fait, il faut qu'on fasse plein de trucs, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse plein de trucs. Il faut vraiment qu'on ait les représentations qu'on n'a pas eues quand on était plus petit. Et donc c'était une expérience très 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 forte de partage de ouais. Est-ce que vous croyez que ça va donner éventuellement naissance à d'autres projets? Parce que si ça vous a autant nourri, il y a peut-être un risque que ça se retrouve dans vos écrits, dans des idées de romans, d'essais, de récits, qu'importe. Si ça devait se poursuivre, je pense un peu dans le même format de la radio avec d'autres personnes, peut-être continuer un peu dans ce dialogue-là. Ouais. Et en termes d'écriture, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en branle? Est-ce que vous êtes déjà attelé au petit prochain? Alors c'est le petit dernier du coup. Oui, tout à fait. Ben, c'est assez récent, enfin ça fait 6 mois, mais je me rends compte que j'ai amorcé des choses dans le premier, que j'ai envie de tirer ces fils-là. C'est comme si chaque phrase méritait que je prenne le temps de... Chaque phrase de la petite dernière méritait plus de temps, plus de lenteur, prendre le temps de raconter des choses que j'ai esquissées pour moi dans le premier. Et question de genre, l'école, c'est des choses qui sont encore là. Je crois que je suis obsédée par l'adolescence. C'est pas grave, mais voilà. On l'est tous un peu, je crois, parce que ça reste une période charnière qui détermine beaucoup de choses pour la suite de notre existence. Et vous êtes revenu sur le temps, ce que je trouve intéressant, parce que vous aviez dit tout à l'heure, ah, j'étais pas prête, j'aurais voulu plus de temps. Mais là, vous êtes en train de le prendre finalement. Donc, ce temps-là que vous auriez peut-être aimé avoir, que vous ne vous y étiez pas accordé à l'époque, ben, là, vous vous l'accordez. Donc, c'est d'aller entre les lignes de ce premier roman qui contient peut-être déjà les autres à venir, si je comprends bien. Exactement. En fait, je me sens prête à reprendre mon écriture et à me retrouver un peu dans cette solitude-là, en fait, que j'aime beaucoup, qui m'a manqué. Et je me rends compte que c'est vraiment les moments les plus précieux de revenir, de réessayer de construire quelque chose, de se dire ah non mais là ça marche pas, de se dire ah mais est-ce que je vais y arriver, et de sentir quand même qu'il y a une force et qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir et de le laisser venir petit à petit, quoi. Et ça ça me fait beaucoup de bien d'y revenir. Donc, il y a une sorte de tiraillement que je qualifierais de positif entre le désir, le besoin de solitude, mais aussi celui d'être avec les autres, de discuter. Donc, l'écrivaine, finalement, ce serait celle qui se tient sur la ligne entre les deux, qui s'accorde un petit peu de moment à gauche, un petit peu à droite, et qui réussit à concilier ça. Moi, avant, je pensais que l'écrivaine, elle parlait pas, hein. Je n'ai pas signé pour ça de base. Bon, j'ai compris petit à petit, mais c'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise avec ça. Et je trouve que c'est tout un travail, en fait.
je vois pas comment on peut parler d'un livre qu'on a écrit. Déjà, je trouve ça extrêmement difficile de parler d'un livre qu'on a lu, de dire pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on y a trouvé. Et son propre livre, c'est très difficile même de le résumer, et je m'entends faire, je me dis mais c'est complètement fou comme expérience de faire ça. Mais vous devez connaître ça aussi, il y a un truc... Oui, effectivement, c'est parfois surréaliste parce qu'on nous pose des questions que nous-mêmes, on ne s'était pas posées, mais là, on tient pour acquis qu'on a la réponse toute faite, mais non, pas du tout. Là, j'ai besoin de 5 minutes, pardon. Mais vous voyez, vous dites que vous trouvez ça un peu difficile et pas nécessairement naturel, mais pourtant, ça fait presque 1 heure qu'on parle de votre livre, l'air de rien. Personnellement, je m'en suis pas rendu compte. Cette conversation était extrêmement fluide et vraiment très intéressante. Et je suis contente parce qu'on a présenté le fameux contexte, mais on s'en est sorti très rapidement. Donc, pour mon plus grand plaisir, parce que vous avez dit un tas de choses fascinantes dans lesquelles je me reconnais effectivement comme écrivaine. Et j'espère que comme lecteur, lectrice, vous êtes aussi reconnu dans ce désir d'établir un dialogue avec l'autre. Là, je me rends compte que j'ai oublié ma petite horloge, mais on me fait signe tout à l'heure que là, on approchait de la période de questions. Il nous reste 3 petites minutes, donc commencez à les préparer. Juste avant qu'on s'y rende, Ève-Marie, donc notre collègue de la Maison de la littérature, va vous expliquer quelques consignes. Mais sinon, je voudrais peut-être, pour ma part, conclure. Et là, je vais aller piger dans... j'avais 12 pages de notes. Je vais le regarder une fois. Hein. En fait, c'est drôle, vous allez peut-être me trouver complètement impertinente, mais il y a un moment où je lisais Fatima Das et je me fais « Ah, mais il y a un autre personnage dans la littérature française qui est asthmatique, homosexuel et qui a écrit de l'autofiction, c'est Marcel Proust. » Et après ça, une fois que j'ai réalisé ça, je n'étais plus capable d'arrêter de faire des liens entre les deux. Prenez ça comme un compliment. je le prends. Quoique, ce qui est drôle, c'est que vos écritures sont aux antipodes, en fait, parce que la phrase est très courte, le rythme est saccadé dans la petite dernière, alors que Marcel, on le sait, avait plutôt tendance à s'épancher. Mais bref, blague à part, je pourrais peut-être vous demander simplement quels sont les auteurs et les autrices qui vous habitent, que vous lisez, que vous aimez. Et je ne suis pas obligée d'embarquer dans le pourquoi, parce que vous venez très bien de le dire que vous ne le savez pas. Mais peut-être des petites pistes de lecture pour nous, finalement. C'est intéressant, je vais rebondir aussi sur Marcel Proust. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien. Il y a le lien de la recherche du souvenir. Et là, je crois que c'est aussi beaucoup ce que je suis en train de faire pour le deuxième, mais réussir à attraper les souvenirs, réussir à pas tant retrouver la vérité du souvenir, mais être dans la précision de la description d'un souvenir. Et les autrices, les auteurs, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Virginie Despentes, évidemment, Abdel Taya. Je pense que c'est ces 4-là qui m'ont beaucoup aidée à trouver ma voix. Oui, parce que pour trouver sa voix, il faut d'abord être au contact de la voix des autres, parce que c'est en résonance, en écho, en contradiction parfois, qu'on réussit à déterminer qui on est. Un peu comme on disait tout à l'heure, que les commentaires négatifs nous confirment ce qu'on veut faire, parce qu'on se dit, ben, tant pis si toi, tu n'aimes pas ça, mais moi, je sais que c'est ça que je dois faire. Sur ce, eh bien, je serais tentée de vous céder la parole, à vous, cher public. Donc, juste avant, comme je le disais, Ève-Marie va vous expliquer comment on va procéder. Moi, je veux juste prendre 2 secondes pour te remercier. Ah, mais mon Dieu. Parce que c'était une discussion hyper intéressante et que c'est vrai que c'est assez exceptionnel que ça arrive. Donc, je tiens quand même à le dire. Ah, ben mon Dieu, merci. Donc, merci, vraiment. C'est réciproque. Merci beaucoup. Donc, pour les consignes très simples, je vais circuler dans la salle avec le micro afin de vous donner la parole. Donc, il sera important de parler dans le micro car l'entretien fait l'objet d'un enregistrement. Nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet. Nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos, comme de traiter avec délicatesse de sujets personnels ou sensibles. Donc, est-ce qu'on a une première personne qui veut se lancer? Ah, j'aime ça, des enthousiastes. Parfait. Là, c'était une fraction de seconde entre les deux. Hein, donc, juste ici et ensuite à l'avant. Bonjour, enchanté. Moi, ma question, ça serait, tantôt vous avez parlé des expériences et de la vérité qui vous inspirait. Je me demandais, est-ce qu'il y a des visées universelles que vous voulez
transmettre par le partage, et comme peut-être une certaine éthique, un art de vivre auquel le lecteur pourrait entrer en contact. Est-ce que c'est quelque chose que vous théorisez dans votre pratique d'écriture? Alors, pas vraiment, parce que quand j'écris, j'essaie vraiment d'être dans la vérité de ce que j'ai envie de raconter. Et là, pour la petite dernière, c'était surtout de réussir à revenir sur le parcours d'une jeune adolescente, surtout, enfant et adolescente, mais de réussir à être... à réattraper les questions qu'on a pu se poser à ce moment-là, de réussir à dire que c'est OK de se poser des questions, qu'il n'y a pas forcément de réponse dans mon roman, en fait. J'ai pas essayé de livrer oui, une réponse ou une solution à un problème, parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui essayent de trouver des solutions à des problèmes quand il y a un problème dans un roman. Mais du coup, c'est plus poser des questions que j'essaye de faire et moins transmettre. Ouais, j'ai l'impression que, bien sûr que je crois que je pense que j'adresse mon texte à quelqu'un et à beaucoup de personnes, mais je suis quand même pas mal dans ma bulle quand j'écris. C'est-à-dire que du coup, j'arrive pas à être dans le partage avant l'heure. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si je réponds à ta question, mais... Donc, on avait une autre question ici à l'avant. Merci beaucoup et merci pour ce moment d'échange. Effectivement, c'était très grande qualité. Je disais ça à Margot, ma voisine. Je vais peut-être me présenter juste pour que vous compreniez le cadre de mon intervention. Je suis Cécile Ondoa, je suis la conseillère culturelle française. Et voilà, moi je voulais dire que je suis très fière que le consulat général de France à Québec soutienne cette manifestation et votre venue. Je pense qu'on a eu la littérature parfois c'est perçu comme un peu frivole, comme moins sérieux que les sciences humaines et sociales. Je trouve que là on a eu un bon témoignage de ce que ça nous parle de choses profondes et puissantes. Et vous avez dit au début, on va essayer justement de sortir des débats et des polémiques, mais finalement on a parlé d'écriture, on a parlé de l'art d'écrire, mais on a parlé d'identité, on a parlé d'histoire, on a parlé de mémoire, on a parlé des conceptions diverses de l'universel. Et ça me paraît très précieux. Et l'autre, d'ailleurs, point commun que je verrai peut-être avec Marcel Proust, c'est votre volonté à la fois, en même temps, de vous distinguer, de dire que vous n'êtes pas juste ce que vous racontez dans l'œuvre. Et ça me faisait penser, quand je vous écoutais au contre Sainte-Beuve et au débat de Proust et de Sainte-Beuve sur est-ce qu'un auteur doit se résumer à sa biographie historique et réelle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a justement un bon témoignage du fait que, voilà, peut-être qu'en France, on progresse doucement. Vous avez posé la question sur l'ouverture française, sur tous ces sujets. Mais je pense que le fait qu'on ait soutenu aussi votre présence témoigne que, en tout cas, on essaie d'aller vers des choses plus diverses dans les projets qu'on soutient. Et je remercie Margot qui a travaillé sur ça. Bon, mais en tout cas, on a tous travaillé collectivement et donc je disais à l'instant, à la fois c'est pas le plus important que vous soyez, comme vous disiez, arabe, musulmane et lesbienne, mais à la fois c'est important aussi, c'est important de le dire, c'est important de s'ouvrir à la diversité et à la pluralité de toutes ces expressions et de toutes ces voix. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente que vous soyez là. Et ma question, du coup, on en parlait tout à l'heure avec Laurine notamment, et si on ne se trompe pas, votre ouvrage a été traduit en 9 langues,
mais apparemment pas en arabe. Et je voulais savoir pourquoi. J'attends les propositions. J'attends les propositions de traduction. Bon, on n'en a pas encore eu, mais on attend. Désespère pas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste que personne nous a approchés pour l'instant. Et je renchérirais peut-être en vous demandant quelles sont les 9 langues dans lesquelles, en ce moment, le livre se trouve. Alors, il y en a il y a des traductions qui ont déjà eu lieu et d'autres qui sont en cours. Donc, il a été traduit en espagnol, en catalan, en allemand, en italien, en espagnol, ouais, en suédois, en danois, et en turc, et En anglais, et en portugais du Brésil. quand même. Un beau panorama. Mais oui, effectivement, ça démontre bien que c'est des questions universelles, justement, parce que ailleurs, elles trouvent écho, pas seulement sur le territoire français, pas seulement ici au Québec où on parle aussi le français, mais dans d'autres lieux, d'autres cultures. Donc, vous allez continuer de rejoindre finalement un public toujours de plus en plus vaste, on l'espère. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, juste ici à l'avant. Bonjour, merci pour cet entretien. C'était fort intéressant. Je n'ai pas encore lu le livre, je m'excuse, mais si Alex est toujours là, je vais l'acheter en sortant. J'ai lu quelque part que vous revendiquez du féminisme intersectionnel. Première question, qu'est-ce que ça fait de se faire comparer à Marcel Proust quand on est féministe intersectionnel? Et plus sérieusement, est-ce que, ça recoupe un peu la question de monsieur, mais est-ce que c'est une préoccupation que vous avez de faire transparaître ça dans votre écriture ou vous militez totalement autrement ou vous militez pas du tout, c'est juste comme votre état? Bon, du coup, j'ai pris ça comme un compliment. Et pour la deuxième question, j'écris pas en me disant je milite, mais de fait, mon existence, mon écriture est militante et engagée. Mais quand j'écris, voilà, je sais pas je me dis pas, ah tiens, tu vas faire ça parce que tu vas dénoncer ça ou tu vas répondre à ci ou à ça. Je me dis pas ça. Mais de fait, par mon expérience, par ce que je raconte, c'est engagé, c'est politique, et voilà. Donc, l'identité, finalement, est engagée et politique. Puis, c'est toujours le cas quand on se veut authentique, quand on ne passe pas son temps à céder à la volonté de l'autre, puis qu'on ose rester soi-même. Bien, on est dans une forme d'engagement envers soi, mais qui finit par être un engagement envers une communauté, envers des gens qui partagent nos idées, nos valeurs, etc. Mais merci pour cette belle question. Et oui, ça se voulait un compliment. Il fallait que ça soit reçu comme ça, là. On en a un autre ici. Bonjour, merci pour ce très bel entretien. En fait, ce sont des petits commentaires. Je vous remercie, Fatima Daz et Mélanie, pour ce très bel entretien. Simplement vous dire que vous êtes reliés, même si vous n'étiez pas venus au Québec, par Brigitte Bouchard, parce que c'est une Québécoise, cette éditrice que vous avez, vous le savez peut-être, et donc elle est rendue chez vous. Donc à travers le travail que vous avez fait avec elle, vous aviez un lien avec le Québec. On en est très heureux, puis on est content que votre livre puisse voyager tout autant. Mais en fait, je vous ramène à une phrase, vous pourrez la commenter. On n'est pas obligé d'être militant dans les rues pour défendre ce que vous défendez à travers votre œuvre. Nicole Brossard, une de nos poètes écrivaines tant aimées, répète toujours que l'intime est politique. Donc, vous pourriez commenter. Que dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Voilà. Mais on l'observe juste à la réaction qui a été celle que votre livre a provoquée, justement parce qu'on est strictement dans l'intime et finalement, c'est devenu un tollé social et politique. Donc, il n'y avait qu'à écrire ces mots sur la page pour que ça s'enflamme, mais c'était fait à partir de quelque chose de tout à fait personnel, finalement. Y aurait-il d'autres interrogations? On a encore un petit 5 minutes, donc ne vous gênez pas surtout. Je crois qu'il y a une mouche qui a une question. Non. Ah oui, on en a une, super. Bonsoir. Je parle jamais dans un micro, ça m'intimide un peu. Merci pour cette présentation. Moi, c'était plus une question. Si je ne me trompe pas, je crois que vous ne parlez pas la langue arabe, mais je voulais savoir, quand vous ajoutez
justement ces phrases en arabe dans votre roman, est-ce que c'est plus au niveau émotionnel, vous associez des souvenirs à cette langue, ou dans le fond, ouais, justement, ça serait ça. Est-ce que c'est les émotions que vous associez à cette langue, ou c'était juste pour ajouter au contexte familial, socio-culturel, en fait? Non, je la parle, la langue arabe, je la parle pas très bien, mais je la parle. Je n'arrive pas à lire ni à écrire, mais voilà, j'essaie d'apprendre. Et oui, j'avais envie de... C'est pour un contexte socio-culturel et aussi pour mon attachement à cette langue, quoi. Puis il y a comme le besoin de revenir à cette langue que j'ai un peu fait taire quand j'étais enfant. Parce qu'en France, j'avais peur de dire que chez moi, on me parlait en arabe, parce que je me disais, ah, ils vont penser que je ne sais pas parler français. Donc c'est un peu comme une revanche aussi, je pense, d'intégrer ça dans mon roman. C'est vraiment une langue magnifique. Une douce vengeance. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce rapport-là à la langue, puis une espèce de honte parfois qui peut venir de dire mais c'est qui je suis, mais vous dites je le parle pas bien, mais qui décide de ça, t'sais? De qui parle bien, qui ne parle pas bien, et est-ce que parler et écrire ça va automatiquement de pair? On peut être un locuteur d'une langue, mais ne savoir ni lire ni écrire, mais ça n'enlève absolument rien à notre appartenance à cette langue-là. On vit dans un monde maintenant où heureusement, beaucoup de gens ont accès à l'éducation, les gens sont alphabétisés, mais il n'y a pas si longtemps encore, ceux qui savaient lire et écrire étaient une minorité. Mais pourtant, il y avait des millions de locuteurs du français. Donc, moi, j'ai décidé que vous parliez vraiment arabe. Et merci. C'est ma conclusion. On a une autre question. Ça risque d'être la dernière. Donc, on vous cède la parole. Oui, j'aurais une autre question. Je me demandais, dans le corpus d'œuvres de fiction qui partagent certaines données factuelles qui sont abordées dans votre roman, comme l'homosexualité par exemple, est-ce que vous avez été inspiré par certains romans du même type? Moi, la question est motivée par la lecture du premier roman de Marguerite Yourcenar, Le coup de grâce, qui parle aussi de la découverte du protagoniste et son homosexualité, mais qui est moins dans la conciliation des identités, plutôt dans un choix, alors que dans le vôtre, c'est justement les deux qui sont maintenus à part entière. Donc. J'ai beaucoup été portée, je pense, par Abdellah Taya, qui est un auteur qui habite en France, qui est né au Maroc. Et je crois que c'est un peu la première fois que j'ai entendu un mec à la télé dire genre je suis homosexuel et je suis musulman aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup portée. Et ces livres, je les trouve genre magnifiques, vraiment magnifiques. Donc je t'invite vraiment à les lire si tu n'as pas encore lu, si ça t'intéresse. Et j'ai particulièrement aimé celui qui est digne d'être aimé, qui est un roman épistolaire. Oui, puis vous avez mentionné quelque chose d'important dans le livre de Fatima, ce désir de ne pas choisir, de concilier, de faire cohabiter. Puis je pense que c'est une des choses qui peut tous et toutes nous inspirer dans nos vies à nous. On n'est pas toujours obligé de choisir. Moi, il y a une expression, un proverbe que je déteste, c'est « tu ne peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre ». Puis là, après ça, il y a quelque chose de plus vulgaire qui suit là, dans certaines versions, mais je ne le dirai pas. Mais pourquoi? Qui a dit ça? Oui, en fait, c'est plus complexe souvent de faire cohabiter une chose et son contraire, ou ce qui semble être son contraire, mais c'est aussi beaucoup plus porteur. Et c'est souvent en allant dans cette direction-là qu'on finit par être véritablement soi-même, parce que nous sommes des êtres paradoxaux. Et merci d'avoir exposé ça de très belle manière dans votre roman, donc de nous inspirer finalement pour nos petites existences à nous aussi. Merci de votre présence ici ce soir sur scène et au Québec de façon générale. On espère que ça vous aura donné envie de revenir, peut-être pour la promotion du prochain. Alors, merci à vous, public, et je vous souhaite une très belle soirée. Mais avant de conclure véritablement, je vais vous inviter à la prochaine activité qui se déroule dans le cadre du festival. Donc, ce soir même à 19h, donc dans très peu de temps, sur la scène littéraire en bas, il y aura la projection du film
La Grande Vie, film de Christian Bobin. Et là, je précise que Christian Bobin n'est pas parmi nous, malheureusement, mais son excellent film sera projeté, donc vous pourrez avoir l'occasion de le visionner en bonne compagnie. Et invitation également pour la prochaine rencontre qui a lieu demain à 17h sur cette même scène. Mais en fait, ça sera une projection cette fois-ci parce que notre distingué invité n'a pas pu faire le déplacement. Donc, Eliette Abekakis qui sera là en mode virtuel, mais on va projeter la chose pour le public à la Maison de la littérature et ça sera animé par ma collègue Anne-Josée Cameron. Alors, sur ces invitations, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.